get to present together now. So just a little bit of background about our organization. We're classified as a small or medium-sized organization here in BC. We've been working on global development education for 40 plus years, but not all of our programming takes place here on the island. We have staff across Canada, including several former Indigenous interns, as well as staff in Zambia. And so one of the opportunities we've been presented with during COVID is we've actually grown significantly. I was trying to count it this morning, and I think we're up to almost 25 staff. And I think it's really important to recognize that 6 of those people are Zambian, and at least 4 of those people are former Indigenous interns. And I think it's really exciting to be able to bring in more people. And Zoom, well, I just assume it's not everyone's favorite platform. It has allowed us to meet together more often and for everyone's voices to be heard. And so it's really exciting to see that happen. Yeah, and we're going to share more specifically to our Indigenous youth program. So we typically are overseas with a group of Indigenous youth for a span of 3 months, and we are hosted in Sauk Nation for 2 weeks. And our program is very unique, and when we talk about harassment, sexual exploitation, it's very unique for us as well when it comes to our internship program. We're specifically working with Indigenous youth from across Canada, and when we think about our colonial history, sexual exploitation is a big impact with Indigenous communities, and specifically with Indigenous youth. So one of the biggest challenges that we face within our program is recruiting our youth, and a lot of Indigenous communities fear their youth leaving their community and experiencing sexual exploitation through the sex trade industry. So it's normal for us to build a relationship with communities and to show that their youth are going to be safe with us, because that's not the case for a lot of Indigenous people in Canada. And we do get phone calls, and it's almost normalized, wanting confirmation that we're a legit program and we're not here to exploit these young people. And that's a reality within our organization, and that is a part of the way we have to conduct ourselves in doing the work that we do, specifically around our policies and ensuring that our youth are safe, and as well as our partners. And so that's a huge portion and something unique about our organization that we navigate, working with Indigenous people. And yeah, I'll pass it on to Hillary. Yeah, sorry, Noelia, can we show some of our photos? I'm used to being the person who gets to click the button for the PowerPoint. So just let me know when you want me to move it. I'll do it. Perfect. If you can go to the next one. Yeah, so I think it's really important. We heard a lot in the larger session this morning about the importance of looking at our organizational culture when it comes to exploitation and abuse. And for us,
when we're talking about these issues, it doesn't start with the policy. It starts from the moment that we start a new program. We hope that everyone that we work with in any capacity goes through our programs feeling strong and supported and feeling like whatever they bring up will be taken seriously. And so in order to do that, we really do put relationships first. And through those relationships, we're able to have some really difficult conversations about what do healthy relationships look like? What does an ethical relationship look like? Why might this one be a little bit problematic? We can't assume that people just know what is right or wrong, and we can't assume that our understanding of the situation is accurate either. But through having those relationships, we're able to have some of these conversations. And so one of the things that we've been doing over the last few months is going through the Truth and Reconciliation Commission report, as well as the Missing and Murdered Indigenous Women's and Girls Inquiry report with all of our Zambian staff, as well as many of our Canadian staff, and having conversations about how have we gotten to a place where violence is so normalized, both in international development as well as in Canada, and what can we be doing in all of our programming, regardless of whether it's in Canada or Zambia or elsewhere. How do we address those issues and make sure that we're doing the work to recognize the times where we've gotten it wrong as well? Yeah, so my work with our international Indigenous youth, it is huge. The number one thing to get things done to help support our youth is building on those relationships. And we do have intensive training in the beginning and in the end of their program, but that's not how everyone learns. Everyone has a different learning ability. And so that's not, we do have that, but it's mostly through the relationship with their local coordinator, who I share a role with, Chris, he's in Zambia, and with myself and with our staff that are overseas. It's a constant, it's constant work in ensuring that our youth are understanding and learning as they're in a new country, a new cultural setting. And not only is the relationship important with our youth, but with our partner organizations and youth that we work with in Zambia and Uganda. Those relationships are built, and we have those conversations with our partners and with the youth that we work with overseas as well. And that's the biggest, I think that's the biggest tool that we have in ensuring that we are keeping everyone safe and allowing learning opportunities and gaining tools for everyone to move forward and to work and conduct in a good way. I think we're out of time, but we're excited for everyone's questions. And also, if you want to follow up later, then that's absolutely fine with us as well. Thanks, everyone. Thank you, Talita. Thank you, Hilary. So yes, we want to make sure that we have time for the discussion later. So yes, you may have the opportunity to share more at that time. Maintenant, je voudrais donc vous présenter notre deuxième invitée cet après-midi. Donc, Annie Durand, elle représente l'organisation Terre sans frontières et sont situées au Québec. Et nous avons posé les mêmes questions à Annie de nous parler de leur expérience et des défis et des succès de leur organisation au niveau de la prévention et les luttes contre l'harcèlement et l'exploitation des abus sexuels. Donc, Annie, la parole est à toi. Là, vous m'entendez? On t'entend très bien, oui.
Parfait. Tout va bien. Merci infiniment de l'invitation. Je suis heureuse de partager, d'être parmi vous et d'avoir ce lieu d'échange privilégié. Je vais tenter aussi d'aller vite. Il y aurait tellement à dire sur la question. Et en fait, pour privilégier donc, le moment de discussion par la suite, je vais apporter une diversité linguistique en m'exprimant en français. Donc voilà, je vais vous présenter Terre sans frontières en bref. Donc, organisme de coopération internationale qui a plus de 40 ans d'existence. Donc, on intervient principalement en développement international, donc en aide humanitaire également. Et on a un programme d'envoi de coopérants, un programme de coopération volontaire. Et on intervient donc en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Amérique latine, donc principalement en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, donc en Haïti. On travaille donc en développement communautaire, en alphabétisation, en santé. Santé, ça peut concerner aussi la santé sexuelle reproductive, la sécurité alimentaire, l'éducation, et aussi avec du renforcement de capacité, en entrepreneuriat rural, pardon, et en droit des femmes, violence basée sur le genre. Et évidemment, bon, les actions humanitaires vont porter sur les non-food items, les abris, le wash, l'eau, l'assainissement, l'hygiène. Pour avoir une idée en termes de grandeur, là, en fait, on a environ, on compte 140 employés, mais qui sont principalement au sein des bureaux terrain. Donc, on trouve en RDC, en République du Congo, à Brazzaville, donc en Tanzanie, Haïti, Bolivie et au Mali. Donc, les tailles des bureaux sont très, très variables aussi en nombre d'employés. Mais au siège, on est peu. En fait, actuellement, on est 14 employés. Et donc, on peut passer à la prochaine diapositive. Alors, je suis là pour vous partager donc les efforts de mon organisation à l'égard de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles. En fait, c'était suite à une exigence d'un principal bailleur là, à Fairmonts Canada. Donc, on a fait l'adoption d'un cadre de gouvernance, donc d'une politique et d'un code de conduite. À l'égard donc de la prévention du harcèlement, exploitation et abus sexuels. Ici, j'insiste sur le fait que, en fait, c'est une décision institutionnelle, mais on fait mention explicite du harcèlement. Alors, c'est ce qui explique la présence du H dans l'acronyme que vous voyez là. Donc, voilà, on insiste sur donc, la protection à l'égard du harcèlement également. Voilà, donc, c'est une adoption qui a été faite, qui s'est produite en 2019. Il y a eu une mise à jour en 2020 pour élargir aussi la portée, en considérant aussi la protection de l'enfance. Évidemment aussi, les personnes, les individus qui sont touchés par ce cadre-là de gouvernance, ce sont toutes les parties prenantes des projets et des programmes. Donc, ce sont des documents qui sont vraiment très explicites, qui sont formels à l'égard des violences sexuelles, ou le PHEAS ou PAS, si vous préférez, mais qui sont indépendants de ce qui pouvait déjà exister avant, autrement, que ce soit dans le code d'éthique ou un code de conduite généralisé. Donc, ce qu'on demande, qui est une démarche, en fait, c'est que l'ensemble du personnel, mais que aussi de nos partenaires locaux puissent y adhérer. Donc, c'est une démarche technique et administrative, là, on demande des signatures. Mais je viendrai plus loin. Dans cette nécessité de dépasser donc cette démarche administrative. Alors, on a aussi adopté un système d'allégation qui a été mis en place, donc qui est principalement qui se fait principalement par voie écrite ou orale, donc téléphonique. On l'a adapté aussi au fil de la dernière année pour élargir aussi les modes de mécanismes, multiplier les mécanismes de signalement. Encore une fois, j'y reviendrai, mais ça, c'était principalement tout ce qui a été mis en place donc, dans les efforts de prévention et de lutte. Alors, et puis, donc c'est ça, ce système d'allégation qui permet aux survivantes de porter plainte à l'organisation, et aussi que ce soit les survivantes, mais que ça pouvait aussi concerner les témoins. Les témoins aussi sont invités à pouvoir porter plainte. Alors, il y a aussi
désignation de personnes responsables qui portent ce dossier au sein de l'organisation, autant au niveau du siège que dans les bureaux terrain. Donc, on les appelle les points focaux. Il y a principalement une personne au siège, mais qui est appuyée aussi par un comité de cellule de crise, dans le cas où il y aurait une crise à gérer, et aussi un comité de gestion des risques. Sur le terrain aussi, on a les employés terrain, mais en fait, il y a des gens qui portent une responsabilité plus grande, donc à l'égard des violences sexuelles, et pour lesquelles on va investir un effort supplémentaire dans la formation pour que ces personnes soient habilitées à pouvoir recevoir une plainte, prendre en charge la personne, la victime ou survivante, de pouvoir la référer à des services adéquats, et puis de pouvoir faire respecter la confidentialité, mais d'être en communication aussi avec le siège. Donc c'est les responsabilités qui incombent à ces personnes point focal. Et puis, on a valorisé, beaucoup maximisé la participation à toutes les formations qui pouvaient être offertes dans les différents réseaux sur des thématiques particulières là, en lien avec le PHEAS, que ce soit l'accompagnement des survivants, qui était en lien avec le concept de protection, les enquêtes sensibles aussi. Donc, on en a bénéficié beaucoup au sein de l'équipe, au siège, et aussi par ricochet, en faire bénéficier aussi les équipes terrain, en offrant par la suite des formations adaptées aux équipes en place. Donc, ça, c'est les efforts qui ont été investis, particulièrement depuis la dernière année et demie. Alors, voilà, on peut passer à la prochaine diapositive. Donc, je peux témoigner dans les efforts qui ont été investis, je peux témoigner des pratiques positives à retenir. J'en témoigne non pas seulement d'un point de vue théorique, mais mes pratiques, et j'en viens encore à cette nécessité de formation et d'accompagnement. Comme je disais tout à l'heure, faire signer un code de conduite, c'est une chose. C'en est une bonne pratique, mais ce n'est pas suffisant pour s'assurer qu'il y a une réelle adhésion aux valeurs portées et aux normes de conduite attendues. C'est vraiment en offrant ces formations, en étant en communication, en dialogue dans ces formations, qu'on se rend compte que la compréhension ne se fait pas nécessairement, ne se fait pas d'emblée, qu'il y a des résistances. Donc, c'est vraiment important d'appuyer. Par exemple, il pouvait y avoir une incompréhension, ou bien je dirais, je vais m'exprimer autrement, par une compréhension autre de ce que c'est que l'exploitation sexuelle. On se rend compte qu'on n'est pas nécessairement, on ne part pas sur des bases de compréhension commune d'emblée. Donc, c'est vraiment important. Puis, je parle d'accompagnement aussi parce que les va-et-vient sont importants. Il y a eu des discussions qui ont été reprises dans des jours, des semaines précédentes, suivant une formation, pardon. Donc, c'est vraiment, là, c'est une nécessité absolue, je me permets de l'exprimer comme ça, de faire de l'accompagnement. On ne peut pas seulement balancer un document de type administratif aux équipes. Ensuite, là, on avait adopté un système d'allégation et là, on est dans un processus où on est en train de multiplier les mécanismes. Donc, évidemment, pour qu'ils soient les plus adaptés possibles, selon les contextes d'intervention différents. Par exemple, si on intervient dans un camp de réfugiés, ce ne sera pas la même chose qu'au sein d'un centre de santé, par exemple. Donc là, on est dans un processus pilote, par exemple, dans le cadre d'un projet en RDC, en éducation. Et là, étant donné que ça touche aussi des bénéficiaires, une population d'enfants,
C'est sûr que les mécanismes de voix écrite, puis l'accessibilité aussi à l'Internet, aux technologies, c'est une chose pour lesquelles il y a beaucoup de survivants qui peuvent être freinés dans leur possibilité de signalement à cause de ces conditions. Mais donc, dans ce cas-là de la RDC, ce qu'on favorise là, on est en train de faire, c'est d'aller en consultation avec la population et les bénéficiaires donc, du projet, qui seraient consultés pour pouvoir déterminer avec eux quels seraient les meilleurs mécanismes, qui seraient les plus accessibles et les plus adéquats pour eux, que ce soit, par exemple, une boîte de réception de plaintes ou commentaires. Ça pourrait être la désignation d'une personne responsable, d'une personne ressource considérée de confiance, donc par la communauté. Ça peut être ça au sein de cette personne-là sage, une personne sage, ça pourrait être une personne au sein d'un groupement de femmes, une association de femmes. Donc, ce serait à la communauté de désigner et de travailler donc en consultation pour déterminer les meilleurs mécanismes. Donc, ça demande un travail très étroit avec les bureaux terrain et les partenaires, parce que là, je parle beaucoup des bureaux terrain. Dans les cas où il n'y a pas de bureau terrain, parce que ce n'est pas partout qu'il y en a, autant Terre sans frontières que pour beaucoup d'organisations petites et moyennes. Donc, ce travail-là se fait directement avec les partenaires de mise en œuvre des projets et des programmes. J'insiste sur la grande importance et la force des réseaux dont on a donc, qui ont mis à disposition des ressources et des outils. Que ce soit des formations, webinaires et autres, mais des ressources, des outils très techniques avec des fiches techniques. Et en fait, mon organisation, on est membre d'un réseau là, de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale et du Comité québécois Femmes et Développement, qui s'est penché, qui a travaillé très fortement sur les questions de violences sexuelles au sein dans le secteur de la coopération et qui a mis sur pied un comité de travail sur les violences sexuelles. Donc, il a mis à disposition énormément d'outils et c'est un lieu très riche aussi et vraiment d'échange et un lieu de réflexion sur les enjeux entourant les violences sexuelles. Donc, j'en ai parlé ici, ça de l'importance de la formation continue, autant au niveau du siège que sur le terrain. Puis je parle de formation, mais il y a aussi la sensibilisation qui a son importance au sein des communautés. Et ça, j'appellerais ça une phase 3 dans laquelle on entre encore pas totalement. Ça dépend des projets, évidemment. Les questions de violences sexuelles étaient déjà intégrées dans des projets portant sur les violences, la santé sexuelle et reproductive ou violences basées sur le genre. Mais pour que ce soit absolument transversal à toutes les activités de l'organisation, la question de la sensibilisation à l'égard des violences sexuelles, elle est en phase 2 et phase 3. Donc, c'est encore des efforts continuels à fournir. Et puis, il y a un défi aussi de la formation des formateurs aussi dans ce cas-là. Je reviens aussi sur l'importance de la préparation, toujours évidemment dans un contexte où on va avoir une approche de gestion des risques et vouloir mitiguer les facteurs de risque qui seraient identifiés. Voilà. Puis les réseaux, je reviens aussi sur les réseaux. Je parlais au Québec de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, mais il y a le Centre d'expertise d'IGNA aussi, qui est très pertinent et en fait, ça a été des plus grands supports pour notre organisation dans la formation et l'accompagnement même des travailleurs au siège. Nos collaborateurs terrain, certaines agences, des bailleurs tels que HCR, UNICEF aussi, ont fourni beaucoup d'outils dont on a bénéficié. Et voilà. Puis j'insiste beaucoup. Ce qui est vraiment primordial, c'est de valoriser, reconnaître, cibler, valoriser les ressources locales existantes.
dans les pays d'intervention. Il y a des associations de femmes qui servent les femmes ou les hommes ou filles et garçons qui seraient victimes de violences sexuelles. Et qui ont une approche qui est très adaptée aussi au contexte socio-culturel dans lesquels on intervient. Donc, c'est vraiment, il faut faire ce travail étroit. Et là, encore une fois, en fait, on est dans l'amorce de tout ça. On peut passer à la prochaine diapositive. Merci. Donc, si je vous partage les grands enjeux. Pardon? On va devoir bientôt, sinon on n'aura pas le temps pour les commentaires et les questions. Donc, peut-être en 1 minute, nous résumer. Excuse-moi de t'interrompre. Non, je suis désolée. Oui, en fait, les plus grands enjeux ont déjà été partagés donc, en plénière et par nos pairs de VIDEA. Mais je viens sur l'importance de la difficulté des disponibilités des ressources humaines et financières. Ça touche tout le monde, particulièrement les petites et moyennes organisations. La responsabilisation, qu'il soit individuelle, professionnelle, personnelle et collective. Donc, ce n'est pas répondre qu'aux bailleurs, c'est vraiment, aux alliances des bailleurs, c'est vraiment une réelle responsabilité à l'égard des droits humains de la personne de répondre en prévention et en lutte contre les violences sexuelles. Donc, voilà, c'est une responsabilisation qui se fait au niveau du secteur, mais elle doit se faire à tous les niveaux, donc collectif, au niveau de l'organisation, dans sa culture organisationnelle, mais aussi individuelle. Voilà, et lutter contre les mythes entourant la culture du viol et la banalisation des violences sexuelles, c'est encore très, très, très répandu. Donc voilà, je vous redonne la parole et vous remercie infiniment pour profiter des périodes de questions. Merci. Merci, Annie. Donc, on va poursuivre avec une période de questions. Donc, je vais laisser ma collègue Noélia prendre des questions pour les prochaines 5 à 10 minutes maximum. Perfect. So I would like to know if anyone has any questions, if you can raise your hands or you can post them in the chat. While I wait for a question, I have a question for Hilary and Talita. Can you please tell me what challenges is your organization facing when preventing sexual exploitation and abuse? I could share a challenge specifically around our internship program. As we said earlier, our youth typically face exploitation, like they're vulnerable to it here in Canada. And when we bring them to Zambia, Uganda to complete their internships, when we talk about exploitation, it comes from a person of power typically. And when our youth are overseas, that shifts for them. And it's a huge conversation and an ongoing conversation that we need to have with our youth about what power and privilege looks like as a visitor in a community that is new to them, a culture that is new to them. And that's a huge challenge that we navigate, and we navigate that through our conversations with our youth and an authentic relationship with them to help them understand that. Thank you. Sorry, go ahead. I was going to say the same thing, but then also working with our overseas partners and colleagues too, so that they understand the history and the context and can help work together to navigate these power imbalances that they're just not as clear as sometimes it seems when you read through policy. And especially for our youth, those power structures are changing all of the time. And so learning how to navigate that is such an important life skill outside of our programming too. So we really hope to use it as an opportunity to be doing that with our partners. And do you train them before they go overseas? How long
how long is the training? And We have 2 weeks training in Canada, and we have 2 weeks training in Zambia. So a total of a month training, and then we have follow-up training once a week. We have one-on-ones with our youth too that we consider as training as well. And it's a check-in because everyone is in different places in their life, and we meet them where they're at. And yeah. thank you very much, Talita and Hilary. Is there anyone else who would like to ask a question or maybe make a comment or maybe talk about the challenges that they're experiencing in their own organizations? Okay. Well, if And no I- one wants to jump in, maybe Noelia, you can ask a few questions with the poll, and maybe this will lead to other questions. Sure, let's go to the poll then. I'll stop sharing this screen so that I can, give me 1 second, please. It will give you more time to think about your questions. Yes, so I would like you to please go to menti.com on your phones or on your computers. Just 1 second while I share my screen again. So while you do that, Noelia, maybe I can say that one of the objectives of the session, because both Digna and Spirit Change are offering learning opportunities for organizations. So we are in conversation to see what are some of the additional trainings or learning opportunities or space to share experiences that we could offer. So we thought we will benefit from the session today to ask a few questions about your current needs. So this is what the polling is about. Yes, okay, can you hear me? Can you please go to menti.com and they will ask you for a code. The code is on the screen right now, 976765. And then when you are there, you will see a heart. Can you please click on the heart so I know that you're there already? It's Can 9. you repeat the code? So I will write it. Oh, the there code you go. is Thank you, Ariane. 976765. It's on the screen. Can you see the screen? No, we just see the front page of our slides. Yeah, on the top it says go to menti.com. Oh, there you go. Okay. Here's the code 976765. Okay, so let me see. I have 1920 hearts and we have 43 participants. So I'm gonna wait maybe 30 more seconds. Perfect. 28. 30, 31. Okay, so let's continue. So we're going to start with our polling. So on our baseline survey, we received many requests for training, and the topics, these are the 5 most important topics that came out from small and medium organizations. So can you please rank the trainings in order of relevance to your needs? So for example, what you have to do is when you see first, you select an option. So check which training is the most important to you, which training is the one that your organization really needs. For example, policies and code of conduct development. Then click on select an option underneath for the second one. And then let's say I'm going to choose another one, investigations, and then select an option. That's how you can keep adding those. So as you can see, 11 people voted so far. If you have malheureusement,
Malheureusement, on n'a pas pu intégrer le français parce que la question était trop longue. Donc, vous avez les questions avec les choix de réponse en français dans le chat, dans la boîte de conversation. And if you're having technical difficulties, just let me know. I can explain again. Ooh, 25 people have voted so far. So 31 people have voted so far, 32. And as we can see, the first training by relevancy is survivor center response and support mechanisms. So we'll make sure to organize a training on survivor center approaches. The second one is working in partnerships. And this is something that we saw that organizations really need support with. The third one, reporting, monitoring, and evaluation of preventing sexual exploitation and abuse. Fourth, investigations. And the fifth, policies and code of conduct development. I guess most organizations have their policies and code of conduct developed already. So we have 36 votes. I'm gonna give you 30 more seconds just in case someone else wants to. And I can see that we are at 3:12 already. We need to go back to the other session in 3 minutes. So let me just go to the next slide, please. How can we better support you and your organization to prevent sexual exploitation and abuse? I can see training opportunities. Moving from policy to practice, I agree. Resources in various languages, linking to resources. Digna is doing a great job of providing trainings and networking opportunities among SMOs. I think it is great to continue to do what you're doing. Thank you very much. Making resources available, including methodologies and approaches in training local teams, trainings, through training, resources, and best practices. Perfect. Learning about implementation plans, share what others or what other organizations are doing, particularly SMO organizations, offer some centralized services, maybe legal advice or support. Okay, that's a good suggestion. Definitions, example, helping distinguish between abusive relationships and questionable ones. So we have 25. Thank you very much for participating. Now let me go back to, you can keep adding. I'm just gonna stop sharing my screen. Sorry. Okay, I will. Okay, I will pass it on to Andréane. And I'm gonna share my screen again. Merci, Noélia. Donc, avant de conclure, on voulait vous présenter quelques ressources ou catalogues de ressources qui sont disponibles pour les petites et moyennes organisations. Donc, il y en a déjà certaines qui ont été présentées dans le cadre des présentations de Annie, Hilary et Talita, mais on va vous présenter donc les liens notamment, puis où les trouver.
je vais attendre que Noélia partage son écran, mais entre-temps, je vais vous partager les liens directement pour accéder à ces différentes librairies-là, à la fois en français et en anglais. Donc, ce sont tous des librairies qui existent dans les deux langues. Donc, Noélia, tu peux passer à la prochaine. Donc, d'abord, le programme Activer le changement a lancé il y a quelques mois une bibliothèque virtuelle sur lesquelles vous allez trouver des ressources sur une grande variété de sujets, dont la question pardon, dont la question des abus et de l'exploitation sexuelle. Donc, par exemple, on a un dossier particulier sur ces ressources où vous allez trouver des codes de conduite spécialement adaptés aux besoins de petites et moyennes organisations, des documents de meilleures pratiques, puis des études de cas. Donc, vous avez le lien ici en anglais, mais j'ai mis le lien en français dans la boîte de conversation. Ensuite, si on passe à l'autre diapo, on a parlé précédemment des ressources qui ont été mises à votre disposition par Digna. Donc, dans ce contexte, ce sont des documents choisis par Digna. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement des ressources créées par Digna, mais ça peut être, par exemple, des exemples de politiques ou de cas de conduite provenant de différentes organisations. L'enjeu, c'est de trouver des documents qui sont adaptés pour les petites et moyennes organisations, mais plus les organisations les partageront, plus donc ça va venir faire grossir la bibliothèque de ressources de Digna. Donc, vous avez les liens ici. Puis, finalement, je voulais mentionner les ressources qui ont été développées par la COSI. Annie en a parlé précédemment. Donc, le Comité québécois Femmes et Développement, puis la communauté de pratique qui est particulièrement active, qui a mené donc ce vaste chantier de travail à propos des violences sexuelles, qui ont développé toute une série de fiches. Et si je ne me trompe pas, les fiches sont disponibles en français, en anglais et en espagnol. Donc, ça revient à ce que quelqu'un disait précédemment là, de l'importance de partager des ressources dans plusieurs langues. Donc, on vous invite à visiter ces trois sites web. Et sinon, donc, on va être bientôt invité à rejoindre le grand groupe. Donc, si on passe à la dernière diapo, je voulais simplement vous remercier, vous dire que l'enregistrement va être rendu disponible pour tous et toutes et que les diapositives donc, vont être présentées et envoyées donc, à tous les participants. Donc, s'il vous plaît, joignez-vous à moi, à nous, pour remercier nos présentatrices aujourd'hui, donc Hilary, Thalita et Annie. Donc, merci de nous avoir partagé vos expériences et vos défis. Donc, quelqu'un qui nous demande ici, est-ce que la vidéo présentant l'introduction va être disponible? Donc, je vais laisser Noélia répondre. Ouais. The video will be available. Unfortunately, with Zoom, we don't have the translation available, so it will be as it was the whole time without translation. So please, I will invite you to go back to the plenary session. Here is the link. I'm putting the link on the chat. I will wait for everyone to leave before I close it, but please hurry up because I have to present. Thank you, everyone, and it was a pleasure. Merci. Merci tout le monde. Merci, Noélia. Merci, Andrea.